Il y a 20 ans, par une nuit d'hiver enneigée à Bloomington, dans l'Indiana, une jeune mère célibataire a disparu sans laisser de traces. Derrière elle, une famille brisée et une communauté désemparée. Les autorités ont soupçonné les relations complexes qui l'entouraient, de son ex-mari à son nouveau petit ami. Mais sans aucune trace de sa voiture et presque aucune piste à suivre, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Pourtant, durant toutes ces années, sa mère et sa sœur n'ont jamais abandonné, s'accrochant à la conviction que la vérité était encore quelque part. Puis un jour, lorsque la technologie moderne a été appliquée à l'affaire, un détail négligé pendant près de 2 décennies a soudainement refait surface, transformant complètement l'enquête et choquant la communauté. Avant de plonger dans cette histoire poignante, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette vidéo vous captive, n'oubliez pas de vous abonner. Par une nuit de décembre 2005, Bloomington, dans l'Indiana, était recouverte d'un épais manteau de neige. Les faibles lumières jaunes des lampadaires projetaient des ombres sur les routes de campagne désertes. Emily Harper, 29 ans, mère célibataire d'un garçon de 7 ans, est sortie d'un petit bar où des amis avaient célébré son anniversaire, les joues rougies par le vent glacial et une légère effluve d'alcool. Elle portait un mince manteau rouge, bien insuffisant pour la protéger du froid mordant. Ses talons hauts laissaient des empreintes profondes dans la neige alors qu'elle se hâtait vers sa Pontiac Grand Dame argentée, garée au bord du trottoir. Sous la lumière vacillante du lampadaire, la voiture paraissait à la fois ordinaire et fragile, comme un témoin silencieux. Avant de repartir, Emily s'est arrêtée à une station-service Marathon à l'intersection de la route 46. Les images de surveillance l'ont filmée, ouvrant le bouchon du réservoir, ses mains froides agrippant le pistolet, son regard balayant les alentours comme pour se rassurer que la route vide était sûre. La pompe a sonné une fois le plein fait. Elle a remis le pistolet en place, a resserré son manteau et s'est glissée sur le siège conducteur. La faible lueur de l'enseigne Marathon illuminait son visage, révélant une pointe d'épuisement après une longue journée, mais aussi la détermination d'une femme habituée à porter de lourds fardeaux. Alors que l'horloge approchait de minuit, la Pontiac s'est éloignée de la station, ses phares perçant la neige épaisse, se fondant sur la route de campagne déserte, bordée d'arbres nus couverts de glace. La voiture est devenue de plus en plus petite dans le champ de la caméra avant de disparaître dans l'obscurité, laissant derrière elle un vide glacial et le sifflement du vent. Personne en ville n'aurait pu imaginer que ces brèves images deviendraient la dernière preuve de l'existence d'Emily Harper, cette nuit fatidique. Lorsque l'aube s'est levée sur les toits enneigés de Bloomington, Caroline Harper, la mère d'Emily, composait déjà le numéro de sa fille. Elle a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais seule une tonalité froide et sans fin lui a répondu. Caroline a senti un pincement d'inquiétude, mais s'est rassurée en se disant qu'Emily avait peut-être simplement dormi un peu plus tard après sa soirée. Mais lorsque Rachel, la sœur d'Emily, est passée et a mentionné un appel de minuit, où Emily avait promis de récupérer des affaires mais n'était jamais venue, le malaise de Caroline a explosé. Elles ont commencé à appeler tout le monde, les amis de la fête, les collègues du magasin où Emily travaillait, et même les hôpitaux locaux. Personne n'avait de nouvelles. Les amis ont confirmé avoir vu Emily quitter le bar vers minuit, sobre, portant son mince manteau rouge et se hâtant vers sa voiture. Quand Caroline est allée chercher son petit-fils à l'école primaire, son cœur s'est serré. Emily n'était pas là. Le garçon la regarda, serrant son sac à dos, ses grands yeux posant la seule question qui comptait. « Où est maman ?» Cette question a transpercé l'angoisse grandissante de Caroline. En quelques heures, la famille a contacté le bureau du shérif du comté de Monroe. Un adjoint est arrivé, prenant des dépositions tandis que Caroline, tremblante, racontait la nuit précédente. Rachel a ajouté des détails sur l'appel de minuit, les yeux rougis par l'insomnie,
et l'inquiétude. Dans l'après-midi, la police a lancé une recherche urgente. Des voitures de patrouille balayaient les routes enneigées. Les agents frappaient aux portes près de la station Marathon et le téléphone de la famille Harper sonnait constamment. Les hôpitaux ont confirmé qu'aucune Emily Harper n'avait été admise et les amis ont insisté sur le fait que personne ne l'avait ramenée chez elle après la fête. En fin de soirée, lorsque les adjoints ont signalé n'avoir trouvé aucune trace d'elle, Caroline a senti la petite maison sombrer dans une obscurité immense. La panique les avait désormais envahis. Emily n'était pas seulement en retard, elle avait disparu. Et avec elle, une ombre de malaise a commencé à envelopper la famille Harper et la communauté autrefois paisible de Bloomington. Alors que la nuit tombait pour la deuxième fois depuis la disparition d'Emily, l'air à Bloomington s'est chargé d'une inquiétude palpable. La famille Harper était épuisée après une journée d'attente, tandis que le bureau du shérif du comté de Monroe passait d'une recherche de routine à une opération d'urgence. Le lendemain matin, des voitures de patrouille longeaient lentement les routes près du lac Monroe, leurs gyrophares jaunes perçant le brouillard et la neige épaisse. La police, aidée par le département des ressources naturelles de l'Indiana, a envoyé des plongeurs dans les eaux sombres et glaciales du lac, un lieu surnommé le ventre engloutisseur, en raison d'accidents de voitures passés. Le vrombissement des moteurs hors bord résonnait sur l'eau, tandis que des plongeurs en lourdes combinaisons de néoprène noir plongeaient dans le froid saisissant, leurs expirations formant des nuages blancs sur leurs masques. Les cordes se tendaient, les bouées jaunes flottaient, et chaque mètre carré du fond du lac était scruté. Mais lorsque les plongeurs refaisaient surface, ils ne pouvaient que secouer la tête. Pas de Pontiac Grand Dame, pas de traces d'Emily. Pendant que la police patrouillait autour du lac, des dizaines de volontaires, dont les amis et collègues d'Emily, ont commencé à afficher des avis de recherche avec son visage, cheveux bruns, un sourire doux et des yeux à la fois tristes et chaleureux. Les affiches sont apparues sur les poteaux électriques, les vitrines de la Kirkwood Avenue et même les tableaux d'affichage des églises. Les gens au marché, à l'église et à l'école voyaient le visage d'Emily, et son nom est devenu un sujet de conversation murmuré aux quatre coins de la ville. Les volontaires faisaient du porte-à-porte, demandant « Avez-vous vu une Pontiac argentée ce samedi soir? Une jeune femme en manteau rouge ?» La plupart secouaient la tête. Quelques-uns pensaient avoir aperçu des phares se dirigeant vers le sud, mais n'étaient pas sûrs que ce soit la voiture d'Emily. La police a ciblé les points sensibles de la région. Les rives du lac, où les routes verglacées pouvaient provoquer un dérapage, les ponts de campagne isolés enjambant des eaux sombres, et les carrières abandonnées à la périphérie de Bloomington, où des amas de pierres formaient des bassins profonds et insondables. Des plongeurs et de vieux sonars ont été déployés, mais les résultats n'étaient que des échos vides. Parfois, ils pensaient avoir trouvé des carcasses métalliques sous l'eau, pour finalement remonter des troncs d'arbres ou des carcasses de camions rouillés, abandonnés depuis des années. Plus la recherche durait, plus le silence devenait assourdissant. Pas de traces de pneus clairs dans la neige, pas de témoins confirmant les déplacements d'Emily après la station-service. La police a commencé à envisager des possibilités autres qu'un accident. Les rumeurs se sont rapidement propagées. Certains chuchotaient à propos de l'ex-mari d'Emily, avec qui elle avait eu des disputes. D'autres soupçonnaient son nouveau petit ami, jugé possessif et jaloux. Une théorie courante était qu'Emily, après quelques verres à la fête, avait perdu le contrôle de sa voiture dans la nuit enneigée et s'était écrasée quelque part hors de la zone de recherche. Les ragots allaient de bon train dans les cafés, les marchés fermiers et les cours d'école, transformant la disparition en obsession pour la ville. Caroline a surpris des gens au marché dire « Peut-être qu'elle est partie refaire sa vie ?» Ces mots cruels l'ont anéanti, sachant qu'Emily n'aurait jamais abandonné son fils de 7 ans.
Rachel a explosé lorsqu'une collègue a insinué qu'un homme de l'Église ait été impliqué. Pour les Harper, chaque rumeur était une nouvelle blessure. Les rapports de police listaient 3 théories: accident, disparition volontaire ou acte criminel. Mais sans voiture, sans corps et sans scène de crime, les preuves étaient inexistantes. Les cartes parsemées d'épingles rouges se densifiaient, mais chaque jour qui passait n'apportait que déception. Un adjoint expérimenté a soupiré. C'est comme pour chasser un fantôme dans une tempête de neige. La 5e nuit, les Harper se sont réunis dans leur petite maison. Caroline était assise en silence à la table, serrant une photo d'Emily, les yeux gonflés de larmes. Rachel continuait d'appeler le téléphone de sa sœur, espérant un miracle. Le petit garçon serrait sa peluche près de la fenêtre, regardant la neige tomber, attendant que sa mère arrive. Dehors, seul le vent hurlait et les lampadaires vacillaient. En une semaine, l'affaire Emily Harper était passée d'une simple disparition à une ombre pesante qui planait sur Bloomington. L'absence d'indices nourrissait la peur. Si une femme et sa voiture pouvaient s'évanouir au cœur de la ville, cela pouvait arriver à n'importe qui. 2 semaines après que la Pontiac Grand Am, argentée d'Emily Harper, a disparu dans la nuit, la recherche frénétique initiale s'est ralentie pour devenir de froids rapports sur les bureaux de la police. L'affaire a été classée « Personne disparue »,« Acte criminel suspecté », une phrase crue et brutale, admettant que les autorités n'avaient plus de pistes. Les plongeurs du département des ressources naturelles se sont retirés et les routes de campagne, autrefois patrouillées quotidiennement, ne portaient plus que quelques traces de pneus éparses dans la neige. Mais pour la famille Harper, cette réalité était insupportable. Caroline, la mère résiliente, a refusé de rester les bras croisés dans sa petite maison, lourde de l'odeur du café et des mouchoirs imbibés de larmes. Vêtue d'un épais manteau de laine, elle a emmené son petit-fils et une photo d'Emily à l'église méthodiste de Bloomington. Après le service du dimanche, elle s'est tenue devant la congrégation, la voix rauque mais déterminée. « S'il vous plaît, priez pour ma fille, Emily. Elle n'aurait jamais quitté sa famille, et je crois que Dieu nous guidera jusqu'à elle. » Des yeux remplis de larmes ont croisé les siens, des mains se sont jointes en silence. Certains ont serré Caroline dans leurs bras, murmurant des mots de réconfort, mais leurs regards trahissaient leur impuissance. Pendant ce temps, Rachel, la sœur d'Emily, a choisi une autre voie. Elle refusait de laisser l'affaire se terminer dans un dossier clos. Chaque soir, elle se rendait dans les bars qu'Emily aurait pu fréquenter cette dernière nuit, montrant la photo de sa sœur et demandant au personnel: « Vous souvenez-vous de l'avoir vue ce soir-là? Une femme en manteau rouge conduisant une Pontiac argentée ?» La plupart secouaient la tête. Quelques-uns essayaient de se souvenir, mais ne faisaient qu'ajouter à la confusion. Pourtant, Rachel persistait, comme si répéter la question maintenait Emily en vie dans la mémoire de tous. La communauté de Bloomington était partagée. La compassion était immense. Des fleurs et des bougies sont apparues autour des affiches d'Emily, en centre-ville, et des lycéens ont écrit « Reviens à la maison, Emily », au crayon de cire sur les panneaux d'affichage. Mais le malaise mêlé de peur grandissait. Les jeunes femmes évitaient de sortir après 21 heures. Les parents disaient à leurs filles d'appeler en quittant une fête, et les murmures de suspicion se propageaient dans les supermarchés et les laveries. Certains juraient avoir entendu Emily se disputer avec son ex-mari une semaine auparavant. D'autres affirmaient l'avoir vue avec un homme étrange à l'église. Personne n'avait de preuves, mais chaque histoire épaississait l'ombre du mystère. Pour les Harper, chaque rumeur était un coup de poignard. Caroline endurait en silence, priant plus fort,
tandis que Rachel explosait contre quiconque suggérait qu'Emily était partie volontairement. Elle n'aurait jamais abandonné son fils, lançait-elle à un voisin curieux. Le garçon a commencé à faire des cauchemars, se réveillant en hurlant le nom de sa mère. Caroline le serrait fort, le cœur brisé à l'idée de devoir lui expliquer que la police avait presque abandonné. Au bureau du shérif du comté de Monroe, les dossiers s'empilaient. Un jeune adjoint a marmonné. On a vérifié le lac, les vieilles carrières, les ponts. Il ne reste plus rien. Un autre a soupiré en réponse. Sur le tableau blanc des patrouilles, le nom d'Emily s'estompait. Le silence de l'affaire ne reflétait pas seulement l'impasse de l'enquête, mais aussi l'espoir déclinant d'une communauté. Pourtant, dans la maison en briques rouges de Caroline, une petite flamme vacillait. Chaque nuit, elle allumait une bougie près de la fenêtre. Sa lumière, un signal pour le retour d'Emily. Elle croyait que sa fille était toujours quelque part, qu'elle ne pouvait pas disparaître sans laisser de traces. Rachel, les yeux cernés par l'insomnie, continuait de frapper aux portes, posant toujours la même question. Au milieu d'un Bloomington qui apprenait à tourner la page, seuls les Harper refusaient d'accepter que leur fille, leur sœur, leur mère, soient parties pour toujours. Dans ce contraste entre l'abandon de l'enquête et la foi désespérée d'une famille, la disparition d'Emily Harper entrait dans une nouvelle phase, celle d'une douleur lancinante et non résolue. En février 2007, près de 2 ans après la nuit enneigée qui avait englouti Emily Harper et sa Pontiac Grand Am argentée, le bureau du shérif du comté de Monroe a discrètement classé son dossier comme une affaire non élucidée. Une brève note, mentionnant « non résolue, inactive », a été envoyée à la famille. Un point final froid, sans autre explication que « nous avons fait tout notre possible ». Pour Caroline Harper, qui priait sans relâche à l'église, ce papier a sonné comme une condamnation à mort pour son fragile espoir. Les groupes de prière ont continué, mais les supplications pour le retour d'Emily se sont transformées en murmures, demandant la force de surmonter la perte. Au début, Caroline a refusé d'abandonner. Elle appelait le bureau du shérif chaque semaine, les exhortant à reprendre les recherches. Ses lettres manuscrites inondaient les chaînes de télévision locales et même le bureau du gouverneur de l'Indiana, espérant que quelqu'un s'en soucie. Rachel a écrit d'innombrables emails, postés sur d'obscurs forums de 2006, à la recherche d'un témoin de cette nuit à la station Marathon. Mais les mois ont passé, et leurs efforts se sont heurtés au silence. Pas d'appels en retour, pas de nouvelles pistes, juste des boîtes aux lettres pleines de « Nous sommes désolés pour votre perte ». Lentement, ce silence est devenu un mur glacial. Caroline, autrefois la plus forte des mères, passait des heures assise près de la fenêtre, fixant la route de campagne qu'Emily avait empruntée pour la dernière fois, les yeux embrumés de chagrin. Rachel, malgré sa détermination, s'est lassée. Elle a fondé une famille, a eu un enfant, mais l'absence d'Emily laissait un vide dans chaque moment de joie intime. Dans la communauté, la disparition d'Emily s'est estompée pour devenir une vieille histoire. Les gens en ont parlé pendant quelques années, puis ont cessé. Les affiches sur les poteaux se sont dégradées, ont été arrachées ou recouvertes par des annonces de vide-grenier. Dans la maison des Harper, le souvenir restait une blessure à vif. Alex a grandi dans l'ombre d'une histoire incomplète. À l'école, quand ses amis parlaient de leur mère, il s'éloignait. Quand on lui posait la question, il répondait sèchement « Ma mère a disparu ». Ces 3 mots, tranchants et définitifs, mettaient fin aux conversations. Parfois, à l'anniversaire de la disparition d'Emily, des journalistes d'Indianapolis ou de la télévision locale frappaient à la porte pour des interviews. Caroline, épuisée mais pleine d'espoir, acceptait, pensant qu'un passage à l'antenne pourrait réveiller un témoin. Mais une fois les caméras éteintes, le silence s'étirait, plus long, plus profond. Un adjoint à la retraite a dit un jour à Rachel «
Certaines affaires ne peuvent tout simplement pas être résolues. Ces mots la hantaient, signifiant que sa sœur resterait un nom sur la liste des affaires non élucidées de l'Indiana. Pourtant, Caroline refusait de croire qu'Emily était partie pour toujours. Elle a gardé la petite chambre d'Emily intacte, la couverture à fleurs bleues sur le lit, un carnet inachevé sur le bureau, une photo de famille sur l'étagère. Elle croyait que si Emily revenait, elle aurait besoin de cette chambre intacte comme preuve que sa famille n'avait jamais oublié. Le temps a passé, Bloomington a changé, mais le dossier d'Emily Harper est resté gelé dans une armoire froide. La communauté a tourné la page, mais les Harper ne le pouvaient pas. Pour eux, le temps ne guérissait pas. Il transformait la douleur en une souffrance silencieuse et sans fin. Dans ce calme, l'obscurité de la disparition grandissait, rappelant que parfois, le silence est plus cruel qu'une mauvaise nouvelle. Près de 18 ans après la disparition d'Emily Harper avec sa Pontiac Grand Am argentée, son dossier dormait au bureau du shérif du comté de Monroe, épais de rapports, de dépositions et de photos en noir et blanc délavées. Les Harper s'étaient habitués au silence, mais ne l'avaient jamais accepté. Caroline allumait toujours des bougies à la fenêtre. Alex, maintenant un jeune homme, gardait la photo de sa mère dans son portefeuille. Bloomington, en apparence oublieuse, a été secoué à nouveau lorsque le nouveau procureur, Thomas Gallagher, entré en fonction début 2023, a annoncé une révision de toutes les affaires non élucidées du comté, y compris celle d'Emily. Gallagher, un avocat d'âge mûr connu pour ses réformes de la justice pénale en Indiana, voyait l'affaire d'Emily comme plus qu'un vieux dossier. C'était une blessure que la communauté portait encore. Lors de sa première conférence de presse, il a déclaré « Aucune famille ne devrait attendre près de 2 décennies pour obtenir des réponses. Les nouvelles politiques de l'État sur les affaires non élucidées nous permettent d'utiliser la technologie moderne pour rendre une justice attendue depuis longtemps. » Ces paroles, diffusées à la télévision locale, ont laissé Caroline, Rachel et Alex en larmes. Pour la première fois depuis des années, une voix d'autorité promettait de ne pas abandonner Emily. En mars 2023, Gallagher a formé une équipe spéciale avec la police du comté, des enquêteurs de la police de l'État de l'Indiana et les Midwest Recovery Volunteers, une organisation à but non lucratif spécialisée dans les recherches sous-marines. Ce groupe, composé de plongeurs vétérans et d'ingénieurs bénévoles, a apporté un sonar à balayage latéral de pointe, des drones sous-marins avec caméra 4K et de puissants aimants pour détecter le métal enfoui dans la boue depuis des décennies. Lorsque les camions des Midwest Recovery Volunteers sont arrivés au lac Monroe un matin de printemps, les résidents curieux les ont observés. Des sonars élégants brillaient sur les plateformes des camions et de longs câbles étaient enroulés, prêts à l'action. Rachel se tenait en silence, un espoir qu'elle craignait de nommer s'éveillant en elle après des années de déception. Caroline était assise dans la voiture, serrant la photo d'Emily, ses lèvres murmurant des prières. Parallèlement à la recherche physique, Gallagher a ordonné à une équipe de criminalistique numérique de réexaminer les données téléphoniques de 2005. À l'époque, la technologie était rudimentaire, mais AT&T avait conservé les relevés des antennes relais. Un nouveau mandat a permis d'extraire toutes les données liées au numéro d'Emily ce jour-là. À l'écran, des horodatages sont apparus, chaque trace étant trop faible pour que la technologie de 2005 puisse l'exploiter. Les experts ont cartographié le trajet du téléphone d'Emily Dubar à la station Marathon, puis vers le sud, en direction du lac Monroe. Un détail a attiré l'attention de l'équipe. Un autre téléphone avait activé la même antenne à des moments similaires, celui de Mark Reynolds, un ancien diacre de l'église baptiste et pompier volontaire. Interrogé en 2005 mais innocenté faute de preuves, il avait été négligé en raison des limites de l'analyse des antennes relais. Maintenant, avec des cartes numériques montrant des signaux superposés,
la coïncidence ne pouvait plus être ignorée. Lors d'une réunion à huis clos, Gallagher a pointé du doigt un grand écran affichant une carte de Bloomington parsemée de points rouges lumineux. C'est notre chance. Si les téléphones d'Emily et de Mark ont suivi le même itinéraire cette nuit-là, nous devons prouver pourquoi. Et si la voiture d'Emily est toujours quelque part sous l'eau, la technologie sonar nous le dira. En avril 2023, les bénévoles de Midwest Recovery ont lancé une campagne de recherche sous le lac Monroe. Le vaste lac, avec ses centaines de fosses et de crevasses profondes, avait déconcerté les plongeurs en 2005. Mais cette fois, la technologie était différente. Le sonar à balayage latéral pouvait capturer des images d'une netteté incroyable du fond du lac, comme un film en noir et blanc, chaque objet submergé étant clairement délimité. Chaque fois que l'écran montrait un objet inhabituel, le cœur de Rachel se serrait. Caroline se couvrait la bouche. Mais la plupart n'étaient que des troncs d'arbres, des bateaux abandonnés ou des débris métalliques rouillés. Pourtant, chaque scan était sauvegardé, chaque coordonnée méticuleusement notée. Pendant ce temps, Gallagher a également ordonné la recherche de vieux enregistrements des stations-service et des restaurants de Bloomington datant de 2005. Des cassettes VHS granuleuses ont été numérisées. Sur une de ces bandes floues de la station Marathon, à côté des images de la Pontiac Grand Am d'Emily, ils ont remarqué une image fugace. Un Chevrolet Silverado rouge juste derrière. L'image était si peu claire en 2005 que personne n'avait osé la confirmer. Mais avec les logiciels d'amélioration d'image de 2023, la silhouette du camion et ses feux arrière se distinguaient nettement. Les registres d'immatriculation de l'époque ont montré que Mark Reynolds possédait un Silverado du même modèle et de la même couleur. La nouvelle de la réouverture de l'enquête s'est répandue dans Bloomington. Les habitants, silencieux depuis des années, ont recommencé à chuchoter dans les supermarchés, les églises et les cafés. Certains s'en réjouissaient. Il est temps qu'Emily obtienne justice. Et so. D'autres s'inquiétaient. Si c'est vraiment Mark, nous avons vécu à côté d'un homme dangereux pendant toutes ces années. Oh. L'atmosphère tendue laissait la famille Harper à la fois pleine d'espoir et de peur. L'espoir de connaître la vérité et la peur que celle-ci fasse plus mal que le silence. À la fin du printemps, Gallagher a reçu le premier rapport. Le sonar avait balayé plus de la moitié de la superficie du lac Monroe sans rien trouver de concluant, mais il n'a pas baissé les bras. Nous avons attendu 18 ans. Quelques mois de plus en valant la peine, a-t-il dit à Rachel lors d'une réunion privée. Maintenant dans la trentaine, elle lui a serré la main, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, promettez-moi que cette fois, nous n'arrêterons pas à mi-chemin. Et Gallagher a hoché la tête. Cette promesse, dans la pénombre de la petite salle de conférence, est devenue le signal d'une nouvelle phase de l'enquête. Une affaire classée, que l'on croyait morte et enterrée, venait d'être ravivée par la technologie, la foi et la détermination sans faille d'une famille qui avait vécu trop longtemps dans l'obscurité. Dès le début du mois de mai 2023, les rives autrefois tranquilles du lac Monroe se mirent à grouiller de véhicules de police, de camions d'équipement sonar et de bateaux pneumatiques. Un balai incessant, contenu par des barrières improvisées pour tenir les curieux à distance. Le ciel pesait de toute son humidité grise, la surface du lac lisse comme un vaste miroir. Mais sous ces eaux verdâtres et troubles, les volontaires de Midwest Recovery étaient convaincus qu'un secret, enfoui depuis près de 2 décennies, pouvait encore sommeiller. Chaque matin, des bénévoles en gilet de sauvetage orange vérifiaient les câbles et ajustaient les sonars à balayage latéral montés sur les flancs des bateaux. Les machines s'éveillaient dans un bourdonnement. Leurs écrans,
affichant des traînées noires et blanches, comme une échographie du cœur du lac. Chaque vague balayée, chaque forme apparaissant à l'écran, tendait l'atmosphère comme une corde de violon. Rachel et Caroline étaient sur la rive presque tous les jours. Assises sur des chaises pliantes, enveloppées dans des coupe-vents, elles avaient les yeux rivés sur le grand écran d'observation. Caroline portait souvent la main à sa bouche lorsqu'une ombre en forme de voiture apparaissait, tandis que Rachel agrippait sa manche, le cœur battant la chamade. Mais chaque fois que les plongeurs vérifiaient, le résultat était le même. Une déception, une grosse bûche au fond de l'eau, une barque en bois pourrie des années 70, ou un conteneur rouillé jeté là comme un obstacle. Chaque faux espoir éteignait une étincelle, laissant derrière lui un vide pesant. Les plongeurs décrivaient le lit du lac comme un cimetière chaotique. Une boue épaisse avalait les objets entiers et des racines d'arbres dénudées, semblables à des griffes, trompaient parfois le sonar. Jeff, un volontaire expérimenté, racontait « Sur une autre affaire, nous avons trouvé un mobile home submergé, donc rien n'est impossible. Mais ça veut aussi dire qu'il faut s'attendre à trouver beaucoup de fausses pistes avant la bonne. Ah, qui y est où est à... » Ces mots étaient pragmatiques, presque froids, mais la famille Harper s'accrochait à sa patience. Sur la rive, les journalistes locaux se relayaient pour filmer et diffuser en direct. Les gros titres du Indy Star et du Herald Times se succédaient. La recherche pour Emily Harper reprend après 18 ans. Un sonar de pointe sonde le lac Monroe. Le public suivait chaque mise à jour avec une attention fébrile. Mais pour la famille Harper, ce n'était pas un feuilleton télévisé. C'était le battement de leur propre cœur, un échange constant entre souvenirs et douleurs. Le 12e jour des recherches, un signal étrange apparut. Un objet de près de 5 mètres de long, aux bords distincts, incliné dans la boue profonde. Le cœur de Rachel s'arrêta. Caroline fondit en larmes, serrant la main de sa fille. L'équipe de plongée descendit une caméra ROV. Sur l'écran, des images floues montraient un objet métallique couvert de mousse. Tout le monde retint son souffle. Mais à mesure que la caméra balayait la structure, ils comprirent qu'il ne s'agissait que de l'armature d'un vieux pont en fer, emporté par une crue des années auparavant. L'espoir s'effondra de nouveau. Rachel se détourna, essuyant ses larmes. C'est comme si, à chaque fois que le lac nous parle, c'est pour nous mentir. Pourtant, ces déceptions ne faisaient que renforcer leur conviction qu'un secret restait caché. Les volontaires continuaient de scanner, grille par grille, avec une lenteur méticuleuse. La nuit, ils enregistraient tous les données, analysant chaque motif d'onde. Dans la cabane, les écrans d'ordinateur luisaient, affichant des centaines d'images sonores, chaque pièce d'un immense puzzle aquatique. Gallagher, le procureur, passait de temps en temps, apportant du café à l'équipe. Sa voix était basse et rauque. « Nous n'abandonnons pas. Tout objet qui pourrait être la Pontiac doit être vérifié jusqu'au bout. » Des habitants de Bloomington venaient aussi sur la rive, offrant des pâtisseries et des boissons chaudes aux bénévoles. Un vieil homme qui pêchait autrefois ici dit tranquillement « Je me souviens de cette nuit-là. Grosse neige, route glissante. Si cette voiture est tombée, elle est quelque part par ici. Ce lac a sa manière de cacher les choses. » Oh, ces mots firent frissonner Caroline. Les jours suivaient un rythme immuable. Les écrans du sonar clignotaient, des formes apparaissaient. L'équipe retenait son souffle. Les plongeurs descendaient, puis des soupirs de déception. L'espoir déçu, puis l'espoir ravivé. C'était comme si le lac Monroe se jouait d'eux. Mais dans cet épuisement, une détermination silencieuse brûlait. Personne ne voulait abandonner. La famille Harper savait qu'elle était allée trop loin pour faire demi-tour. Vers la fin du mois de mai, l'équipe du sonar élargit son champ de recherche, explorant des affluents plus étroits et sombres, négligés en 2005.
Alors que le soleil de l'après-midi dorait le lac, le sonar capta une autre forme inhabituelle. Cette fois, elle ressemblait à un objet cubique avec un toit bombé, de la longueur d'une berline. L'air sur le bateau devint lourd, presque figé. Caroline murmura une prière. Les yeux de Rachel restaient rivés sur l'écran, ses mains tremblantes agrippées à la rambarde. La caméra ROV fut descendue, sa lumière jaune perçant l'eau trouble, s'approchant pouce par pouce de l'objet. L'image devint plus nette. Des courbes métalliques couvertes d'algues vertes, une forme rectangulaire à moitié enfouie dans la vase. Ça pourrait être une voiture, marmonna Jeff, les yeux fixes. Le cœur de Rachel martelait sa poitrine. Caroline faillit s'évanouir. Mais alors que le ROV se déplaçait vers l'avant, un détail apparut. La proue incurvée d'un vieux bateau en métal, pas une Pontiac. Le bateau sombra dans un océan de soupirs déçus. Rachel sanglota, le visage dans ses mains, et Caroline lui toucha doucement l'épaule, murmurant « Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Pas encore. » Malgré les revers, Gallagher resta ferme devant les médias. Chaque recherche élimine une possibilité, nous rapprochant de la vérité. Le lac Monroe ne pourra pas garder ce secret éternellement. Ces paroles, diffusées à la télévision locale, résonnaient comme un serment. Et en effet, dans ce cycle d'espoir et de déception, la famille Harper, les volontaires et la communauté de Bloomington se rapprochaient, sans le savoir, d'un moment décisif. Le lac Monroe, avec ses vagues clapotantes et son silence froid, n'avait pas encore parlé. Mais tout le monde savait que l'eau ne ment pas pour toujours. Elle attendait seulement le bon moment pour révéler la vérité. Après presque un mois de balayage, sonar acharné, après avoir écarté des dizaines de faux signaux et enduré d'innombrables cycles d'espoir et de chagrin, dans l'après-midi du 9 juin 2023, le lac Monroe parla enfin. Le ciel était couvert. De lourds nuages gris s'étiraient à l'horizon, et une légère brise ridait la surface de l'eau. Les volontaires de Midwest Recovery amenèrent leur bateau dans une zone située à environ 800 mètres de la rive, où le sonar avait détecté un objet métallique cubique d'environ 4,50 mètres, reposant silencieusement à 5 mètres de profondeur. Alors que l'écran du sonar révélait des lignes nettes et anguleuses, le silence se fit dans la cabine. L'objet, de la taille d'une berline, se détachait clairement, contrairement aux bûches ou aux fragments de bateaux qu'ils avaient rencontrés auparavant. Rachel se tenait figée, les mains si crispées sur la rambarde que ses jointures blanchissaient. Caroline serrait contre sa poitrine une photo d'Emily, tremblante. Jeff, l'opérateur sonar, se pencha vers l'écran, la voix rauque. « Je ne veux pas m'avancer, mais ça ressemble vraiment à une voiture. » Pas de ce cas. Personne ne répondit, craignant de briser l'instant. Gallagher, le procureur, s'approcha, ses yeux trahissant la tension qu'il avait dissimulée pendant des mois. Descendez le ROV. La caméra ROV, équipée de lumières LED, fut lentement immergée. Son faisceau jaune fendit l'eau trouble, où des sédiments en suspension flottaient comme de la neige sous-marine. L'image à l'écran devint plus nette. Une masse de métal gris argenté, un toit incurvé, son flanc à moitié enfoncé dans la boue. Alors que la caméra se déplaçait vers l'avant, tout le monde retint son souffle. La lumière accrocha un logo Pontiac à peine visible. Rachel éclata en sanglots, la main sur la bouche, tandis que Caroline s'effondrait presque sur sa chaise. « C'est elle, la voiture d'Emily », murmura Jeff. L'équipe de sauvetage fut immédiatement mobilisée. Une grue flottante, armée de câbles d'acier massif, fut amenée sur place. Le moteur rugit. Les câbles descendirent, s'enroulant fermement autour de la carcasse couverte d'algues. Au signal, la grue commença à tirer.
Les câbles se tendirent, l'eau s'agita, la boue du fond du lac remonta en nuages troubles. Tous les yeux étaient fixés sur le tourbillon. Les minutes s'étirèrent comme des siècles. Caroline tenait la main de Rachel, toutes deux tremblantes. Gallagher se tenait derrière elle, la mâchoire serrée, le regard rivé sur le lac. Puis, dans un lourd gémissement de câble, le capot argenté perça la surface. L'eau s'écoulait des crevasses, les algues glissaient, révélant une carrosserie rouillée mais intacte. Lentement, la Pontiac Grand Am argentée émergea entièrement, la lumière déclinante du soleil scintillant sur sa peinture fanée. Un silence absolu les enveloppa, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Une fois la voiture posée sur une plateforme flottante, les techniciens de la police scientifique se précipitèrent pour l'inspecter. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres partiellement entr'ouvertes. À travers les vitres troubles, ils aperçurent de vagues silhouettes, un sac à main, des lambeaux de tissu et une forme sombre sur le siège conducteur. Rachel hurla et sanglota. Caroline s'affaissa contre Gallagher, murmurant à travers ses larmes. « Ma fille, nous l'avons enfin retrouvée. » Une scène de déchirement et de soulagement se déroula. Des plongeurs chevronnés, pourtant habitués aux tragédies, se détournèrent pour essuyer une larme. Les médias locaux annoncèrent la nouvelle. Les images de la Pontiac rouillée sur la plateforme furent diffusées au journal du soir, accompagnées de titres en gras. La voiture disparue depuis 18 ans retrouvée dans le lac Monroe. Les techniciens vérifièrent la plaque d'immatriculation en grattant la boue. Les numéros correspondaient parfaitement à ceux d'Emily Harper. Ils vérifièrent le numéro de série gravé sur le châssis. Encore une fois, une correspondance parfaite. Il n'y avait aucun doute. C'était la voiture qui avait emporté Emily lors de sa dernière nuit, en 2005. À cet instant, Caroline sanglota en serrant Rachel dans ses bras. Alex, le fils d'Emily, maintenant un jeune homme, se tenait silencieusement sur la rive, les yeux rouges, les lèvres tremblantes, tandis qu'il murmurait « Maman, on t'a enfin retrouvée. » Leurs larmes mêlaient la douleur, le regret et, par-dessus tout, la libération, après près de 2 décennies passées dans l'ignorance. Gallagher, qui avait gardé un visage stoïque toute la journée, inclina la tête, les poings serrés. Il savait que ce moment n'était pas seulement un tournant pour les Harper, mais pour toute l'enquête. Le lac Monroe avait enfin rendu le secret qu'il avait caché pendant 18 ans. Alors que la Pontiac Grand Am argentée était ramenée à terre, les abords du lac Monroe se transformèrent en une scène d'investigation. Des tentes blanches furent hâtivement dressées, de puissants projecteurs s'allumèrent, malgré la lumière du jour persistante, et un ruban de police jaune. Ne pas franchir, boucla le site. On demanda à la famille Harper de s'éloigner, mais Rachel ne cessait de se retourner, les larmes coulant sur son visage, alors que la portière de la voiture était découpée dans un grincement de métal. L'air était lourd. Chacun sentait que ce qui serait trouvé à l'intérieur pourrait faire basculer une affaire gelée depuis près de 20 ans. Les techniciens de la police scientifique commencèrent leur travail. Vêtus de combinaisons blanches et de gants en caoutchouc, ils se déplaçaient avec une précision chirurgicale. Le sac à main d'Emily fut retrouvé sur le siège passager. Sa fermeture éclair était pourrie, mais à l'intérieur se trouvaient des objets intacts. Un portefeuille en cuir moisi, des pièces de monnaie encroûtées de boue, et un vieux téléphone Nokia à l'écran brisé et au clavier décollé. Chaque pièce fut placée dans un sac, numérotée et enregistrée. Caroline, observant de loin, sentit son cœur se tordre. C'étaient les affaires quotidiennes de sa fille, maintenant exhumées comme les reliques d'une tragédie. Ensuite, l'équipe se concentra sur l'extérieur de la voiture. Sur le pare-chocs arrière, ils trouvèrent une trace de peinture rouge,
contrastant vivement avec l'argent de la Pontiac. Un technicien en préleva un échantillon, le scella et l'étiqueta. Gallagher, qui se tenait à proximité, dit à voix basse: « Transfert de peinture, ça pourrait être la clé. » Les officiers hochèrent de la tête, comprenant l'implication. Une collision avec un autre véhicule. Il ne s'agissait pas d'une simple sortie de route. Sous la voiture, les techniciens découvrirent de longues rayures parallèles, comme si quelque chose de dur l'avait traîné. Un câble d'acier rouillé, emmêlé dans la suspension, fut soigneusement retiré. Sa forme suggérait que la voiture avait pu être délibérément accrochée et remorquée avant de couler. Les experts photographièrent chaque détail, les flashs des appareils photo découpant la nuit comme des couteaux dans la vérité. À l'intérieur de l'habitacle, le siège conducteur était couvert de boue, mais il n'y avait pas de corps. Soit Émilie n'était pas dans la voiture lorsqu'elle a coulé, soit ses restes avaient été emportés par le courant il y a longtemps. Pourtant, la présence de son sac à main et de son téléphone prouvait qu'elle n'avait pas abandonné sa vie volontairement pour disparaître. Cela excluait la théorie douloureuse qui avait hanté la famille pendant des années, celle selon laquelle Émilie avait choisi de tout quitter. Une réunion d'urgence se tint cette nuit-là, au bureau du procureur du comté de Monroe. Gallagher étala les sacs de preuves sur la table. Le sac à main, le téléphone, le transfert de peinture rouge, le câble rouillé. Il conclut. Ce n'était pas un simple accident, c'est la preuve évidente d'une activité criminelle. Le silence tomba dans la pièce. Seul le bruit d'un stylo tapotant sur la table en bois se faisait entendre. Un officier expérimenté soupira. Pendant 18 ans, nous avons cherché dans la mauvaise direction. La nouvelle se répandit rapidement. Les gros titres fusèrent. La voiture d'Emily Harper retrouvée, des signes évidents d'actes criminels. Bloomington était sous le choc. Les vieilles théories d'un accident par une nuit de neige furent balayées en une nuit. Désormais, tous les regards se tournaient vers une seule question. Qui avait fait en sorte que la Pontiac d'Emily repose au fond du lac Monroe pendant 18 ans? Pour la famille Harper, la vérité était à la fois un couteau et un baume. Caroline était assise dans son salon, les mains tremblantes en regardant les nouvelles à la télévision. Sa voix s'étrangla. « Elle ne nous a pas abandonnés, on lui a fait du mal. » Vas-y. Rachel serra la main de sa mère, ses larmes coulant, soulagée pour la première fois depuis des années de pouvoir écarter les rumeurs cruelles selon lesquelles Émilie était partie de son plein gré. Mais une nouvelle peur surgit. Si c'était un crime, le coupable pourrait être quelqu'un qu'ils avaient connu, en qui ils avaient même eu confiance. Les enquêteurs commencèrent à comparer le transfert de peinture avec les registres de véhicules de 2005 dans la région. Ils envoyèrent le câble à un laboratoire pour déterminer son type et son origine. Gallagher ordonna une révision de toutes les anciennes dépositions de témoins, réexaminant des témoignages négligés. D'une affaire de disparition sans espoir, le dossier d'Emily Harper fut officiellement requalifié en meurtre non résolu. Alors que la nuit tombait, le lac Monroe retrouva son calme, mais pour ceux qui étaient présents ce jour-là, l'eau n'était plus un voile trouble. Elle avait révélé une vérité enfouie dans la boue. Emily Harper n'avait pas simplement disparu. Quelqu'un lui avait ôté la vie et avait tenté de l'ensevelir au fond du lac. Maintenant, cette vérité avait refait surface, rouillée et décomposée, mais indéniable. Pendant que les preuves matérielles de la Pontiac Grand Am étaient analysées, Gallagher chargea l'équipe de criminalistique numérique de réexaminer les données de télécommunications de 2005. D'anciens fichiers journaux, extraits des archives profondes d'AT&T, des données trop complexes pour la technologie d'il y a 18 ans,
furent reconstituées en une carte numérique par des logiciels modernes. Sur le grand écran de la salle de réunion, des points rouges clignotaient, chacun représentant un appareil mobile se connectant à une antenne relais près du lac Monroe. En zoomant sur le sud de Bloomington, où s'étendait le lac, 2 points apparurent, se déplaçant de manière presque simultanée. L'un appartenait au téléphone d'Emily, le vieux Nokia retrouvé dans la voiture. L'autre était enregistré au nom de Mark Reynolds, alors âgé de 38 ans, diacre à la First Baptist Church et pompier volontaire. Le silence se fit dans la pièce. Gallagher tapota du doigt sur la table, les yeux plissés. Ce n'est plus une coïncidence. Mark et Emily se sont déplacés dans la même zone, exactement au moment où la voiture a disparu. Rachel, assise au fond, serra les poings, le cœur battant à l'évocation de ce nom. Elle se souvint de 2005. Mark était une figure de confiance de la communauté, un habitué des événements de l'Église, quelqu'un que personne n'aurait soupçonné d'être lié à un crime. Pour renforcer leur dossier, les enquêteurs présentèrent les enregistrements de surveillance de la station-service Marathon de cette nuit-là. À l'époque, la cassette VHS granuleuse rendait difficile l'identification des détails. Maintenant, avec un logiciel d'amélioration d'image, la scène était plus claire. D'abord, Emily apparut dans sa veste rouge, sortant de la Pontiac pour faire le plein. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle quittait le champ de la caméra, une autre voiture passa. Bien que floue, l'image, une fois affinée par le logiciel, révéla un Chevrolet Silverado rouge avec les feux arrière distinctifs du début des années 2000. Gallagher fit signe à un technicien d'afficher une autre série de données. Les immatriculations de véhicules du comté de Monroe en 2005. Seuls quelques Silverado rouges correspondaient à la description, et l'un d'eux appartenait à Mark Reynolds. Sur l'écran, les 2 ensembles de données s'alignaient, les signaux téléphoniques dans la même zone et les images de la station-service montrant le camion de Mark suivant la Pontiac d'Emily. L'image se dessinait plus clairement. Cette nuit de neige, Emily n'était pas seule sur la route. Les enquêteurs se plongèrent dans les anciens dossiers. Ils découvrirent que dans sa déposition de 2005, Mark avait affirmé être resté chez lui toute la nuit, sans jamais sortir. À l'époque, sans la technologie de suivi des antennes relais et compte tenu du statut respecté de Mark, la police n'avait pas creusé davantage. Maintenant, le mensonge était flagrant. Gallagher soupira. Pendant des années, nous avons laissé un menteur vivre librement au sein de notre communauté. La réunion devint plus tendue à mesure que les analystes examinaient les données de déplacement. Les journaux de connexion montraient que le téléphone de Mark non seulement partageait le même secteur que celui d'Emily, mais suivait le même chemin vers le sud, près de la rive du lac Monroe, puis s'arrêtait pendant environ 40 minutes. Assez de temps pour se débarrasser d'une voiture et la pousser à l'eau. Après cela, le signal de Mark retournait vers la ville. Celui d'Emily avait disparu pour toujours. Rachel s'effondra, la voix étranglée. Toutes ces années, il a continué à aller à l'église, à lire la Bible devant nous, alors que la vérité était... Caroline serra sa fille dans ses bras, les larmes coulant aussi. Gallagher posa sa main sur la table, sa voix ferme. Ce cas n'est plus une spéculation. C'est la vérité, confirmée par les données numériques et les enregistrements. La nouvelle se répandit rapidement, à mesure que des conclusions partielles furent divulguées. Les gros titres fusèrent. Le téléphone et la caméra pointent vers un suspect. Mark Reynolds, l'homme modèle de la communauté. Bloomington vacilla à nouveau. Ceux qui avaient prié avec Mark, qui l'avaient vu combattre des incendies et sauver des vies, chuchotaient maintenant avec choc et colère.
quelqu'un qui s'était assis sur les mêmes bancs d'église, réalisa que pendant 18 ans, un tueur avait peut-être été parmi eux. Pour les enquêteurs, ce n'était plus une affaire de disparition, mais un meurtre avec un suspect clairement identifié. Gallagher conclut la réunion de manière décisive. Nous avons la voiture, nous avons des preuves matérielles, et maintenant, les données numériques nous ont donné un nom. L'heure de la justice est proche. La pièce tomba dans le silence, mais tout le monde comprit que les règles du jeu avaient changé. Désormais, toutes les pistes menaient à une seule personne, Mark Reynolds. Avec les données numériques orientant l'enquête, Gallagher savait qu'il fallait des pièces humaines pour compléter le puzzle et aboutir à une mise en examen complète. Il commença à réexaminer la liste des témoins de 2005, dont beaucoup avaient fait des déclarations vagues, jamais vérifiées. Maintenant, avec un nouveau contexte, il les rappela. De souvenirs que l'on croyait effacés, des détails surprenants émergèrent. L'un d'eux était Kevin Miller, un serveur du bar où les amis d'Emily avaient organisé sa fête d'anniversaire. Maintenant quadragénaire et vivant dans une autre ville, Kevin n'hésita pas lorsqu'il fut convoqué dans la salle d'interrogatoire. Il se souvint. Je ne voulais pas en parler parce que je pensais que c'était personnel, mais cette nuit-là, j'ai vu Emily et Mark près du comptoir du bar. Ils se disputaient vivement. Le visage de Mark était rouge, Emily pleurait. Je l'ai entendu dire « Arrête de me suivre, je n'en peux plus ». Puis elle est sortie en trombe. Mark la suivit juste après. Mais ces détails stupéfièrent la salle. En 2005, Kevin avait dit qu'il avait vu Emily partir seule, mais n'avait pas mentionné la dispute. Quand Gallagher lui demanda pourquoi, Kevin soupira. À l'époque, je pensais qu'ils n'étaient que des connaissances qui se disputaient pour quelque chose de personnel. Je n'avais pas réalisé que c'était si grave. Maintenant, avec les données montrant Mark suivant Emily sur la route, ce témoignage devenait crucial. Mark ne se trouvait pas par hasard à la station-service. Il la suivait depuis le bar. Puis vint un nouvel indice de la communauté. Gloria Sanders, qui vivait près de la carrière abandonnée au sud de Bloomington, contacta la police après avoir lu les nouvelles. Maintenant sexagénaire, son souvenir de cette nuit d'hiver 2005 restait vivace. Elle a raconté « Cette nuit-là, je m'en souviens très clairement. Vers 1 heure du matin, j'ai entendu le vrambissement d'un moteur de camion près de la carrière. Au début, j'ai cru que c'était des jeunes qui faisaient des bêtises. Mais ensuite, il y a eu un fracas métallique, comme un treuil qui se tendait. J'ai aussi entendu l'eau gicler violemment, comme si quelque chose de lourd avait été poussé dedans. J'ai pensé appeler la police, mais il y avait une tempête de neige, et je me suis dit que j'imaginais peut-être des choses. Au matin, tout était redevenu calme. Gallagher et les enquêteurs ont recoupé le témoignage de Gloria avec les données des antennes relais. Comme prévu, l'heure à laquelle elle avait entendu le moteur correspondait au moment où le téléphone de Mark était resté près du lac Monroe pendant 40 minutes. La coïncidence était indéniable. La chronologie était désormais claire. Emily avait quitté le bar. Mark l'avait suivi. Tous deux étaient apparus à la station-service Marathon, puis s'étaient dirigés vers le sud. À la carrière, Gloria avait entendu le camion et le treuil. 18 ans plus tard, la Pontiac d'Emily gisait dans le lac. En entendant les nouveaux témoignages, Rachel s'est effondrée sur la table, les épaules secouées de sanglots. Elle a murmuré « Toutes ces années, la vérité finit enfin par refaire surface. » Caroline, assise à côté d'elle, lui serrait la main, les yeux rougis. Toutes deux ne pouvaient s'empêcher de penser que quelqu'un avait entendu les signes du crime cette nuit-là, mais que personne n'avait pu relier les pièces éparpillées. Gallagher a compilé les preuves sur un tableau. La caméra de la station-service montrant un Silverado rouge suivant la Pontiac.
les données des antennes relais confirmant que les deux téléphones suivaient le même itinéraire. Le témoignage de Kevin Miller sur la dispute entre Emily et Mark avant sa disparition. Le récit de Gloria Sanders sur les bruits de camions et de treuils près de la carrière à minuit. Et enfin, les preuves matérielles. Le transfert de peinture rouge, le câble rouillé, les marques de traînée sous la voiture. Ensemble, ces éléments formaient un tableau glaçant. Emily avait quitté le bar après s'être disputée avec Mark. Il l'avait suivi jusqu'à la station-service, puis l'avait intercepté sur une route de campagne. Une confrontation avait eu lieu. La Pontiac avait ensuite été accrochée à un câble, traînée et poussée dans le lac Monroe, où elle était restée silencieuse pendant près de 2 décennies. Fermant le dossier, Gallagher a regardé son équipe. Nous sommes passés de l'hypothèse à la certitude. Il est temps d'agir. Dans le silence pesant, chacun savait que les témoignages longtemps oubliés étaient devenus le coup de marteau final, scellant le destin de Mark Reynolds. Avec l'émergence de nouveaux témoins, Gallagher a pressé l'équipe de police scientifique de finaliser ses analyses. Dans le laboratoire de la police d'État de l'Indiana, chaque pièce de la Pontiac argentée était méticuleusement examinée. Lorsque les résultats sont arrivés, les derniers doutes se sont dissipés. La peinture rouge sur le pare-chocs arrière de la Pontiac, analysée par spectrométrie, correspondait au Victory Red, une couleur utilisée uniquement sur les Chevrolet Silverado des années 2000 et 2004. Dans les registres de véhicules du comté de Monroe pour 2005, un seul Silverado rouge de ce modèle existait à Bloomington, celui de Mark Reynolds. Les techniciens ne se sont pas contentés de faire correspondre la couleur, mais aussi les motifs structurels, confirmant une concordance allant au-delà de la simple coïncidence. En recevant le rapport, Gallagher a tapoté la table, la voix ferme. Cette pièce est irréfutable. De plus, en examinant la benne du Silverado de Mark, les techniciens ont trouvé des fibres sombres coincées dans les crevasses de l'acier. La microscopie électronique a montré qu'elles correspondaient à la doublure du coffre d'une Pontiac Grand Am, le modèle exact d'Emily. Une vieille tache de rouille dans la benne portait des marques d'usure correspondant au câble rouillé trouvé sous la Pontiac. Tout était lié. Le Silverado avait traîné la Pontiac hors de la route de campagne, puis avait utilisé un câble pour la pousser dans le lac. Lors d'une réunion spéciale, Gallagher a tracé la chronologie sur un grand tableau, des lignes rouges suivant les données des antennes relais et les images de la station-service. Le point de départ. Le bar Kirkwood, où Kevin Miller avait vu Emily et Mark se disputer. Emily était partie seule. Mark l'avait suivie. Arrêt à la station-service. Marathon. La caméra a capturé la Pontiac argentée d'Emily faisant le plein, puis le Silverado rouge de Mark passant à proximité. Le point culminant. Les données des antennes relais montrant les deux téléphones quittant la station, se déplaçant ensemble vers le sud, s'arrêtant près de la carrière. Gloria Sanders a entendu des bruits de camions et de treuils à minuit, et la Pontiac a été traînée dans le lac Monroe. 18 ans plus tard, un sonar l'a retrouvée. Gallagher se tenait devant le tableau, pointant chaque élément, la voix ferme. Ce n'est plus une théorie, c'est le seul scénario qui correspond à toutes les preuves. Le dernier maillon est Mark Reynolds. Assise au fond de la salle, Rachel pleurait à chaudes larmes. Pendant des années, elle et sa mère avaient été hantées par la question. Où est passée Emily? Était-elle partie? Avait-elle eu un accident? Ou pire? La réponse était désormais brutale, mais claire. Sa sœur ne les avait jamais abandonnés. Elle avait été agressée par un homme que toute la communauté vénérait. Pour Caroline, le choc était encore plus profond.
Elle se souvenait d'innombrables dimanches où Mark se tenait à ses côtés à l'église, lisant les Écritures, priant. Elle a murmuré, la voix brisée. Pendant tout ce temps, il nous regardait droit dans les yeux, sans crainte. Lorsque les résultats de la police scientifique ont été rendus publics, Bloomington a explosé. Les habitants se sont rassemblés devant l'église. Les journalistes ont afflué. La une du Indy Star titrait en lettres capitales. Affaire Emily Harper. Les derniers indices pointent vers Mark Reynolds. Ceux qui avaient confiance en Mark étaient furieux, se sentant trahis. Gallagher a tenu une conférence de presse, présentant les preuves. La peinture rouge, les fibres, les données des antennes relais, les témoignages. Sa voix était résolue. Nous avons suffisamment d'éléments pour conclure que la mort d'Emily Harper n'était pas un accident. C'était un crime délibéré. Et nous avons identifié le seul suspect présent avec les moyens et le mobile. Derrière lui, un écran montrait des images superposées. La Pontiac rouillée sortie du lac, le Silverado rouge de Mark et la carte des antennes relais. La vérité, après près de 2 décennies, formait une image complète, sombre et douloureuse, rapprochant la famille Harper de la justice. Rachel a serré sa mère dans ses bras, leurs larmes se mêlant aux applaudissements sombres de la foule. Elle savait que le chemin n'était pas terminé, mais pour la première fois en 18 ans, elle touchait la vérité. Et Mark Reynolds, autrefois vénéré, était devenu la pièce maîtresse d'un crime que Bloomington n'oublierait jamais. Quand toutes les pièces se sont finalement assemblées, Gallagher a su qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour de plus dans le silence. Le bureau du procureur du comté de Monroe a travaillé sans relâche pour rédiger le document le plus critique de l'affaire, l'affidavit de cause probable, prouvant qu'il existait des motifs légaux suffisants pour engager des poursuites et obtenir un mandat d'arrêt. Lors d'une réunion à huis clos, Gallagher et 2 enquêteurs chevronnés étaient assis autour d'une longue table couverte de dossiers, de photos de la scène de crime et de rapports de police scientifique. Il a lu l'introduction à voix haute, lentement mais fermement. Le 10 décembre 2005, Emily Harper, 29 ans, mère célibataire, a été vue pour la dernière fois à la station-service Marathon de Bloomington. Elle a disparu peu après. Le 9 juin 2023, sa Pontiac Grand Dame argentée a été retrouvée dans le lac Monroe. La réouverture de l'enquête a confirmé des éléments montrant qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un acte criminel, le seul suspect étant Mark Reynolds. L'affidavit était méticuleusement conçu, organisé de manière logique pour ne laisser aucun lien sans réponse. Les preuves matérielles détaillaient le transfert de peinture rouge correspondant au Chevrolet Silverado de Mark, les fibres dans la benne de son camion correspondant à la doublure du coffre de la Pontiac, et le câble rouillé sous la voiture, cohérent avec un treuil autrefois installé dans le garage de Mark. Les preuves numériques décrivaient les signaux téléphoniques correspondant des antennes relais cette nuit-là, et les images de la caméra de la station Marathon montrant le Silverado rouge suivant la Pontiac. Enfin, les témoignages complétaient le puzzle. Kevin Miller confirmant la dispute de Mark et Emily au bar, Gloria Sanders entendant un camion et un treuil près de la carrière à minuit. Gallagher a fait une pause, regardant ses collègues. Ce n'est pas juste une chaîne d'événements, c'est un faisceau de preuves irréfutables. Si nous présentons cela à un grand jury, nous avons un dossier écrasant. Moche. Un enquêteur a hoché la tête, la voix basse. Nous avons attendu 18 ans pour ça. Pas de place pour l'erreur. Le lendemain, l'affidavit a été finalisé et tamponné. Gallagher a apporté le document de près de 50 pages au palais de justice du comté de Monroe. Dans le bureau lumineux de la juge, une atmosphère solennelle régnait. La juge Eleanor Whitmore, connue pour sa rigueur et sa prudence,
tenait le document, tournant les pages, s'arrêtant parfois pour lire attentivement les analyses scientifiques. Elle a levé les yeux et a demandé à Gallagher: « Êtes-vous certain qu'il s'agit d'une chaîne de logique inattaquable ?» Gallagher n'a pas hésité. « Votre honneur, j'en suis certain. Il ne s'agit pas seulement d'un soupçon raisonnable. C'est la vérité, étayée par la science, les données et les témoins. » La pièce est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Seul le léger bruissement des pages se faisait entendre. Puis la juge a signé la dernière page. Le bruit de sa plume sur le papier a résonné distinctement, comme une cloche sonnant la fin d'année d'impasse. Le mandat d'arrêt a été émis. Mark Reynolds a été inculpé de meurtre au premier degré et de chef d'accusation connexe de dissimulation et de destruction de preuves. La nouvelle a secoué Bloomington. Ce soir-là, les chaînes de télévision ont diffusé des reportages spéciaux. Un bandeau défilant annonçait: « Dernière minute. Après 18 ans, un mandat d'arrêt est émis dans l'affaire Emily Harper. » Caroline et Rachel étaient assises devant la télévision, se tenant la main, pleurant en silence. Alex, le fils d'Emily, est resté silencieux jusqu'à la fin de l'émission, puis a dit: « Enfin, la justice frappe à la porte. » Bloomington était bouleversé. Ceux qui voyaient Mark comme un homme modèle se sentaient trahis, coupables. Une femme d'âge mûr a dit à une chaîne locale, les yeux rougis: « Nous l'avons laissé s'asseoir dans notre église, à nos tables, pendant qu'Emily était sous le lac. Nous nous sentons coupables. » Gallagher, lors d'une conférence de presse le lendemain, a regardé les caméras. « La justice n'est jamais en retard. Il nous a fallu 18 ans pour entendre la vérité de l'eau, des données et des témoins. Nous avons maintenant le devoir de faire toute la lumière sur cette affaire pour Emily, la famille Harper et Bloomington. » Avec le mandat signé, l'attente de près de 2 décennies prenait fin. L'affaire Emily Harper passait d'un dossier classé, oublié, à une lourde procédure judiciaire. Et Mark Reynolds, autrefois drapé de respectabilité, allait devoir faire face à la justice. Le dimanche matin 18 juin 2023, le ciel de Bloomington était dégagé. Les cloches de la première église baptiste sonnaient régulièrement, annonçant un service comme les autres. Les paroissiens se rassemblaient sur les marches, se saluant. Les enfants jouaient sur l'herbe, ignorant que quelques minutes plus tard, une scène choquante allait déchirer la façade de paix qui avait masqué la communauté pendant près de 2 décennies. Mark Reynolds est arrivé dans son Silverado rouge, portant toujours son uniforme de pompier volontaire. Une chemise bleu clair impeccable, un pantalon kaki foncé et une large ceinture bien cirée. Sur son épaule se trouvait sa vieille radio, un symbole qui avait cimenté son image de protecteur dévoué de la communauté. Mais alors que Mark sortait de son véhicule, avant qu'il ne puisse saluer des visages familiers, des sirènes de police ont déchiré le silence du matin. 3 voitures de patrouille sont arrivées en crissant des pneus, bloquant l'entrée de l'église. Les portières se sont ouvertes violemment. Des agents du SWAT en gilet pare-balles noir en sont sortis, les fusils abaissés mais prêts. Un mégaphone a hurlé: « Mark Reynolds, vous êtes en état d'arrestation sur ordre du tribunal du comté de Monroe. Levez les mains, maintenant. » La foule s'est figée. Les enfants ont cessé de jouer, les yeux écarquillés de peur. Des femmes ont couvert leur bouche pour étouffer des halètements. Des hommes et des femmes âgés, appuyés sur leurs cannes, regardaient, incrédules. Mark est resté stupéfait un instant, puis a secoué la tête, forçant d'un sourire. Il doit y avoir une erreur, n'est-ce pas? Mais 2 agents se sont rapidement approchés, le faisant pivoter. Le clic froid des menottes a résonné dans la cour, habituellement remplie de cantiques. Caroline et Rachel, prévenues par Gallagher, n'étaient pas à l'église, mais des dizaines de personnes ont assisté à la scène, beaucoup pleurant. Elles ne pouvaient concilier l'image de Mark,
l'homme qui avait sauvé une famille d'un incendie de grange, qui lisait les Écritures au service du dimanche, avec le criminel emmené, les mains menottées, la tête baissée, vers une voiture de patrouille. Une onde de choc a balayé Bloomington. Ceux qui appelaient Mark un héros discret se sont sentis trahis. Un paroissien a murmuré à travers ses larmes. Il s'est assis ici. Il a prié avec nous pendant que le corps d'Emily était sous le lac. Un autre, en colère, a dit « Pendant 18 ans, nous lui avons fait confiance pour enseigner à nos enfants à l'école du dimanche. Mon Dieu, nous avons vécu avec un monstre. » Les journalistes, postés à l'avance, ont filmé Mark poussé dans la voiture de patrouille. Les caméras ont zoomé sur son visage. Pâle, les yeux écarquillés, les lèvres pincées, essayant de rester calme, mais ses mains tremblaient visiblement. Quelques heures plus tard, l'image dominait la télévision et les réseaux sociaux avec des titres en rouge. Mark Reynolds, diacre et pompier volontaire, arrêté dans l'affaire Emily Harper. À l'intérieur de l'église, le pasteur Whitman a tenté de calmer la congrégation, de prier pour que la vérité soit révélée. Mais même sa voix tremblait, car Mark avait été son bras droit, organisant des collectes de fonds, dirigeant la chorale. Les bancs en bois poli où Mark s'asseyait autrefois étaient maintenant vides, assombris par une obscurité obsédante. Au bureau du shérif du comté de Monroe, Gallagher attendait l'arrivée de Mark. N'étant plus dans son uniforme de pompier ou sa chemise soignée, Mark était un homme d'âge mûr grisonnant, la chemise froissée, les mains menottées. Gallagher l'a regardé droit dans les yeux, disant sèchement « Vous avez échappé à la justice pendant 18 ans. Elle est là, maintenant. » Mark n'a pas répondu, se contentant de détourner le regard, mais des perles de sueur sur sa tempe trahissaient sa peur. Ce jour est devenu le dimanche noir de Bloomington. Il a marqué non seulement la chute d'une icône de la communauté, mais a aussi exposé une vérité douloureuse vieille de près de 2 décennies. Un tueur était assis parmi eux, récitant des prières, chantant des hymnes, cachant un crime derrière un masque de décence. Pour la famille Harper, ce fut un tournant. Rachel, en larmes face à un journaliste, a déclaré « Nous avons attendu près de 20 ans pour le voir menotter. Cela n'efface pas la douleur, mais au moins, Emily a une voix. » Caroline a hoché la tête en silence, serrant la photo de sa fille, le regard lointain. La scène d'un homme autrefois respecté emmené hors d'une église au son des cloches hanterait Bloomington à jamais. Elle clôturait une ère de tromperie et en ouvrait une autre, celle de la justice. Ce matin-là, tout le monde a compris que la vérité pouvait être enterrée dans l'eau, enfouie dans la boue, mais qu'à la fin, elle refait surface, indéniable. Quelques heures seulement après l'arrestation de Mark Reynolds devant la première église baptiste, la nouvelle a déferlé sur Bloomington comme une tempête. Les images de lui, emmenées les mains liées par des menottes, le visage pâle, ont inondé les chaînes de télévision locales. Le lendemain matin, le Indy Star affichait un titre audacieux en première page. Le diacre et pompier volontaire, arrêté dans l'affaire Emily Harper. En dessous, une photo de Caroline serrant le portrait de sa fille, les larmes coulant sur son visage, est devenue le symbole de la douleur durable d'une famille et d'une communauté. Le Herald Times a écrit « La foi ébranlée. L'homme autrefois qualifié de héros fait maintenant face à un crime enterré depuis près de 20 ans. » Bloomington était secoué jusqu'à ses fondations. Dans les cafés le long de Kirkwood, les habitants ne parlaient que de ça. La moitié d'entre eux ne pouvaient pas y croire. « Ça ne peut pas être Mark. Il a sauvé ma maison d'un incendie, » insistait un homme d'âge mûr. « Il a été à nos côtés pendant des années. Il ne peut pas être un tueur, » murmurait une femme en larmes,
Mais l'autre moitié, voyant le faisceau de preuves claires de Gallagher, se sentait trahie jusqu'au plus profond de son être. Nous avons prié avec lui. Nous lui avons confié nos enfants à l'école du dimanche pendant qu'Émilie gisait sous le lac, a déclaré un paroissien avec fureur. Devant la première église baptiste, certains ont déposé des fleurs blanches pour Émilie. D'autres ont accroché des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Émilie ». Mais quelques fidèles conservateurs tenaient de petites affiches « Attendons le jugement du tribunal. Personne n'est coupable jusqu'à preuve du contraire ». L'air était lourd de division. La foi religieuse, les liens personnels et la dure vérité s'entremêlaient, plongeant la ville dans un choc collectif. Pour la famille Harper, voir Mark arrêté était une arme à double tranchant. Rachel a admis dans une interview: « Ça me fait mal au plus profond de moi de savoir que ma sœur a vraiment été victime d'un crime. Mais je suis aussi soulagée, parce qu'après toutes ces années, nous avons des réponses. » Caroline, presque aphone après des jours de pleurs, a parlé doucement, en tremblant. « Ma fille ne s'est pas enfuie. Elle n'a pas abandonné son fils. Enfin, tout le monde le voit. » Alex, le fils d'Émilie, maintenant un jeune homme, a fait face aux caméras de télévision pour la première fois. La voix rauque. « Toute mon enfance, j'ai grandi avec des questions auxquelles personne ne répondait. Maintenant, je sais que ma mère ne m'a pas quitté. On me l'a enlevée. » Bloomington n'avait jamais été confronté à un événement aussi clivant. Les bulletins d'information rediffusaient de l'arrestation de Mark, entrecoupés d'images de la Pontiac rouillée sortie du lac. Les lieux familiers devenaient obsédants. Le bar où Émilie s'était disputée avec Mark, la station-service Marathon, la route de campagne enneigée cette nuit-là. Les gens ont commencé à murmurer. Combien de signes avons-nous manqué? Avons-nous trop fait confiance à l'image d'un homme respectable? Ah! Les journaux ont reçu un flot de lettres de lecteurs. Certaines étaient furieuses. Nous avons vécu avec un tueur pendant 18 ans. D'autres hésitaient. Je veux croire en la justice, mais je ne peux pas oublier les fois où Mark nous a aidés. La division n'était pas seulement une réaction communautaire, mais un profond éclatement de la confiance. Pendant ce temps, Gallagher restait ferme. La justice ne se base pas sur les émotions, mais sur la vérité. Et la vérité est claire. Emily Harper a été assassinée et Mark Reynolds en est responsable. Sa déclaration télévisée a cimenté une position inébranlable. L'affaire n'était plus une question, mais un chemin vers la justice. Pourtant, même si la justice approchait, Bloomington était aux prises avec une crise de foi. Pour beaucoup, les souvenirs de Mark en tant que héros de la communauté étaient brisés, remplacés par l'image de lui montant dans une voiture de police ce dimanche matin. Pour les Harper, la douleur de la perte ne s'estomperait jamais, mais ils pouvaient enfin tenir la tête haute, faisant face à la vérité plutôt qu'à des questions sans réponse. Ce jour a été appelé le Dimanche noir, mais pour la famille Harper, ce fut aussi le jour où la justice a commencé à briller, une lumière fragile mais puissante perçant les ténèbres qui planaient depuis près de 2 décennies. Une semaine après le Dimanche noir, le palais de justice du comté de Monroe était bondé. Les couloirs grouillaient de journalistes, de caméras et de résidents curieux, tous impatients de voir Mark Reynolds, autrefois qualifié de héros de la communauté, faire face au tribunal pour la première fois. À l'intérieur, l'air était lourd de tension. Lorsque la police a fait entrer Mark, toujours menotté et vêtu d'une combinaison de prisonnier orange, la foule a murmuré. Le contraste était saisissant avec l'uniforme de pompier ou la chemise soignée qu'il connaissait. La juge Eleanor Whitmore présidait.
Elle a frappé de son marteau, sa voix résonnant. Affaire criminelle, numéro 23 476, État de l'Indiana, contre Mark Reynolds, pour accusation de meurtre au premier degré. La salle est tombée dans le silence. Le procureur Gallagher s'est levé, énumérant les chefs d'accusation, les preuves matérielles, les données des antennes relais montrant des itinéraires correspondants, les témoignages de Kevin Miller et Gloria Sanders, et la découverte de la Pontiac d'Emily Harper dans le lac Monroe après 18 ans. Il a souligné « Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre délibéré, méticuleusement dissimulé, et le seul suspect présent avec le mobile et les moyens est Mark Reynolds. » L'avocat de la défense de Mark, David Klein, a riposté. Il a soutenu que le transfert de peinture pouvait provenir d'une collision accidentelle antérieure, que les données des antennes relais ne pouvaient pas prouver que Mark avait directement commis le crime, seulement sa proximité. Il a insisté. « Mon client est un homme de bonne réputation, qui a servi la communauté pendant 20 ans, sauvant des vies des incendies, enseignant les écritures aux enfants. Ce n'est pas le profil d'un tueur de sang-froid. » Mais Gallagher a saisi l'occasion. Il a contré la voix d'acier. La réputation dans la communauté n'exempte personne de la vérité. Il a peut-être sauvé une maison, mais cela n'efface pas le fait qu'il a enterré une femme sous le lac. La justice repose sur des preuves, pas sur une image, et les preuves sont claires. Ces mots ont résonné dans la salle d'audience, glaçant de nombreux membres du public. La juge a examiné les arguments, puis a déclaré « Sur la base des preuves présentées, le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants pour poursuivre l'accusation de meurtre au premier degré. L'accusé Mark Reynolds restera en détention, sans caution. » Le coup de marteau a retenti comme une note finale, mettant un terme à tous les doutes. Rachel a sangloté. Caroline a serré la main de sa fille. Alex, debout derrière, a légèrement hoché la tête, ses yeux mêlant colère et soulagement. Dehors, les journalistes se bousculaient pour obtenir des images. L'Indy Star publia un éditorial intitulé « Justice et technologie. Comment le sonar et les tours de téléphonie ont rompu le silence du lac Monroe. » L'article détaillait comment un sonar à balayage latéral moderne avait permis de retrouver la Pontiac après presque 2 décennies, une prouesse impossible pour la technologie des années 2000. Les médias mirent également en lumière les données de télécommunication, des signaux d'antenne relais, insignifiants en 2005, devenus un témoin silencieux pointant vers Mark. Le Herald Times parla d'une révolution dans la résolution des affaires classées, la preuve que la science pouvait ranimer des dossiers que l'on croyait perdus dans les ténèbres. Bloomington restait divisé, mais la balance penchait désormais du côté de la vérité. Beaucoup de ceux qui avaient défendu Mark se turent après avoir entendu les détails de l'enquête. Un paroissien de la First Baptist Church confia aux équipes de télévision. « Il nous a trompés bien trop longtemps. Nous devons affronter la réalité. Notre confiance a été trahie. » Pour la famille Harper, l'audience préliminaire fut un tournant décisif. « Ce n'est que le début, » déclara Rachel aux journalistes en sortant du tribunal. « Mais pour la première fois, j'ai le sentiment qu'Emily peut reposer en paix. Nous avons attendu 18 ans pour entendre un juge dire « Il y a suffisamment d'éléments pour l'inculper. » Caroline se contenta de serrer la main de sa fille, silencieuse, les yeux brillants de douleur et de détermination. L'audience était terminée, mais son écho persistait. Les images de Mark en combinaison de détenu, la tête baissée devant le juge, remplissaient les journaux et les écrans. Bloomington, qu'il avait autrefois considéré comme un pilier de la foi, faisait maintenant face à une vérité brute. L'homme qu'ils appelaient un héros était un tueur,
caché derrière un masque de respectabilité. L'acte d'accusation scellé, la voie était claire. Traduire Mark Reynolds en justice devant un jury, où la vérité serait enfin mise à nu, et où Emily Harper aurait enfin une voix, après 18 ans de silence sous les eaux du lac Monroe. Par un après-midi de fin d'été, la surface du lac Monroe scintillait sous la lumière dorée du soleil, si sereine qu'il était difficile de croire qu'elle avait dissimulé un terrible secret pendant près de 20 ans. Sur la rive, la famille Harper, des amis, des voisins et même des inconnus, s'étaient rassemblés en un cercle silencieux. Ils étaient venus pour un mémorial en l'honneur d'Emily Harper, la fille, la sœur, la mère, qui avait disparu dans les ténèbres de 2005 et n'était que récemment revenue dans la mémoire de la communauté. Un portrait d'Emily, son sourire éclatant et ses yeux brillants, reposaient sur un petit chevalet drapé de tissu blanc, entouré de lys et de bougies. Devant l'assemblée, Caroline se tenait debout, sa silhouette frêle et ses cheveux d'argent tremblant dans la brise. Elle tenait un micro. Sa voix était fragile mais claire. Pendant 18 ans, nous n'avions que la douleur et les questions. Aujourd'hui, nous avons des réponses. Ma fille ne s'est pas enfuie. On nous l'a enlevée. Mais la vérité, enfin, a émergé de ses os. La vérité ne peut être enterrée. À ses côtés, Rachel essuyait ses larmes, serrant une autre photo d'Emily, celle de sa remise de diplôme. Alex, désormais étudiant à l'université de l'Indiana, s'avança avec un bouquet de lys blanc. Il s'agenouilla et les déposa au bord de l'eau, là où les machines avaient tissé la Pontiac argentée. Sa voix se brisa, mais resta ferme. « Maman, j'ai grandi. Je connais la vérité. Tu ne m'as jamais abandonné. Je te promets de vivre une vie dont tu serais fière. » Dans la foule, beaucoup ne purent en retenir leurs larmes. Il n'y eut pas de longs discours, seulement de courtes prières, quelques hymnes et des moments de silence. Un membre des Midwest Recovery Volunteers, qui avait opéré le sonar durant les recherches, avait la gorge nouée. Nous étions des étrangers, mais le cas d'Emily nous a interpellés. Nous voulons dire qu'aucune affaire n'est trop ancienne pour que justice soit faite. Et le Herald Times cita les paroles de Caroline comme un message à la société. La vérité ne peut être enterrée. L'Indy Star souligna la dimension communautaire. Le lac Monroe n'était plus un lieu de ténèbres, mais l'endroit où Bloomington affrontait son passé et exigeait la justice. Le mémorial s'acheva lorsque chacun libéra des fleurs blanches sur le lac. Elles dérivèrent lentement, un message pour Emily. Sa mémoire ne sombrerait jamais. Rachel serra sa mère dans ses bras, murmurant « Le chemin a été long. Elle peut reposer en paix maintenant. » Bah ça. Pour les Harper, la douleur ne disparaîtrait jamais, mais ils pouvaient enfin relever la tête. Cette histoire nous rappelle que dans notre société, la justice a souvent besoin de la technologie, de l'engagement d'une communauté et de la persévérance d'une famille pour percer le voile du temps. La récupération de la Pontiac par 18 pieds de fond, grâce au sonar, les transferts de peinture rouge retrouvés sur le Chevrolet de marque, les données des antennes relais traçant leur itinéraire et les images de la station-service Marathon prouvent l'importance d'investir dans les équipements de recherche sous-marine et la criminalistique numérique. Les preuves ne mentent pas, il nous faut seulement les outils pour les entendre. La persévérance de Caroline et Rachel, allumant des bougies et frappant aux portes, nous enseigne le pouvoir d'une communauté qui soutient les victimes, fait des dons à des groupes comme les Midwest Recovery Volunteers, et n'hésite pas à envoyer des informations anonymes, comme le témoignage crucial sur les bruits de treuil près de la carrière. Le choc de l'arrestation de Mark à la First Baptist Church nous livre une dure leçon. La confiance est fondamentale, mais elle nécessite des garde-fous. Les églises et les associations devraient se doter de politiques de sécurité,
former leurs membres à reconnaître les comportements de harcèlement et vérifier les antécédents. Une communauté respecte la présomption d'innocence, mais ne doit pas ignorer les signaux d'alarme. Sur un plan personnel, de petites habitudes peuvent sauver des vies. Envoyer un message à sa famille en quittant une soirée, activer le partage de localisation, noter la plaque d'une voiture suspecte, choisir des lieux bien éclairés et équipés de caméras, et ne jamais hésiter à demander à être raccompagné. Pour les autorités, la conservation des archives de données et la collaboration interagencée garantissent que la vérité ne soit pas perdue. La justice peut être tardive, comme pour Émilie, mais elle finit par arriver lorsque la société investit dans la technologie, fait confiance aux preuves et n'abandonne jamais les familles des victimes. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage pour découvrir une vérité enterrée pendant près de 2 décennies. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires, où la justice, même tardive, finit toujours par triompher.